Mardi dernier, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté son 6e budget avec un déficit 4 fois plus élevé que prévu de 11 milliards de dollars. Le budget 2024 est le plus déficitaire de l'histoire de la province. Jean-Christophe Jasmin, selon toi, là, quelle tendance lourde manifeste ce budget très déficitaire? On voit vraiment une difficulté à contenir la croissance des dépenses de l'État. On se souvient quand la CAQ a été élue, son premier mandat, c'était vraiment sous la promesse d'une responsabilité fiscale. On pensait que c'était le parti, l'ex-ADQ, un parti de droite qui allait réduire la taille de l'État. On voit que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. C'est compliqué. Est-ce que c'est même renversable? Est-ce que tu penses qu'un jour, on va revenir à l'équilibre budgétaire ou même faire ce que rêvait autrefois François Legault, diminuer la taille de l'État? C'est sûr qu'il y a une limite de croissance à tout organisme. Là. Donc, à un moment donné, l'État ne pourra pas être plus grand que l'ensemble de l'économie québécoise. Donc, à un certain moment donné, il va falloir que cette croissance de l'État cesse, mais on dirait que puis le Québec n'est pas tout seul là-dedans, que la plupart des gouvernements occidentaux n'ont pas encore trouvé la recette pour réduire la taille de l'État. Puis on pense même là aux idoles de certains conservateurs économiques, Reagan, Thatcher, qui n'ont pas réussi entre le début et la fin de leur mandat à réellement réduire la taille de l'État. C'est sûr qu'aussi, à force d'investir des millions pour faire venir des équipes de hockey, on ne peut pas se surprendre que ça ne marche pas. Hein? Bon, je pense que c'est démagogique, James. C'est juste 5 millions pour le hockey par rapport à 11 milliards. Mais comme dirait mon grand-père, c'est 5 millions là, puis c'est 5 millions là. Quand on parle là, de l'État, il faut quand même avouer que c'est quand même l'État qui promeut des services sociaux, la santé, l'éducation, la culture et plusieurs autres. Tout le monde est pour, en général, des services. Tout le monde n'est par contre pas toujours pour plus de taxes et d'impôts. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre modèle possible que cette alternative, ou bien un gros État avec beaucoup de services ou un petit État avec pas de services? Oui, c'est certain que c'est des services qui sont coûteux. Puis quand on regarde même le budget actuel, c'est vraiment la santé et l'éducation là, qui sont plus que 50% des dépenses. Une fois que tu enlèves le service de la dette, tous les autres postes de dépenses, transport, culture, c'est des 4-5% de l'État. Donc, si on veut véritablement réduire la taille de l'État à quelque part, puis c'est intéressant de passer tout de suite après Benjamin, bien, il faut que l'État dépende un petit peu plus de la société civile et de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. OK, c'est quoi ça, par exemple, des corps intermédiaires? Ben, dans le fond, l'idée, c'est qu'entre l'individu qui est comme le payeur de taxes et le receveur de services, ben, l'individu fait partie de différents corps, différentes institutions. Souvent, on pense à l'entreprise ou au marché. Ça, oui, le milieu de l'entreprise l'État est conscient que ce corps intermédiaire-là existe, mais les associations communautaires, les associations civiques, la famille, les couples, je veux dire, les familles produisent des biens et des services qui sont jamais comptabilisés dans la compréhension de l'économie du Québec, mais qui ont un impact réel puis tangible. Les villes, les assemblées de quartier, est-ce que ça pourrait en faire partie aussi? Oui, exactement. Ben, la municipalité est considérée comme une échelle de gouvernement. Une échelle de gouvernement, c'est une troisième échelle de gouvernement. Mais oui, la vie de quartier, des associations de quartier, des associations de voisins, des fabriques, des paroisses. Les coopératives. Exactement. Toutes ces choses-là doivent, dans le fond, prendre en charge certaines fonctions, puis en même temps, il faut que l'État s'en désengage. Je pense que ton exemple sur, c'était un peu à la blague de faire venir des équipes de hockey, mais je veux dire, à une certaine époque, on aurait trouvé ça tout à fait farfelu que l'État québécois considère que ça fait partie de son champ de responsabilité de faire la promotion d'un sport qui est déjà pratiqué. On pense à la culture, les arts, je veux dire, avant la Révolution tranquille, ces domaines-là étaient laissés à eux-mêmes d'une certaine façon. On s'attendait à ce que ce soit des mécènes, que ce soit d'autres groupes. C'est pas parce que l'État n'était pas impliqué dans ces domaines-là que ces domaines-là n'existaient pas. Non, mais c'est qu'il faut voir qu'il y a d'autres manières de faire vie commune qu'à travers le prisme de l'État. On ne fait pas vie commune
individus face à l'État, puis ce qui nous unit, c'est d'avoir une relation avec l'État. Notre nature nous amène à nous intégrer dans des contextes beaucoup plus proches de notre personne, comme la famille, des corps, des associations d'intérêt, comme tu dis. Ce serait comme Oui, excuse-moi, Benjamin. Et aujourd'hui, on ne vit plus, en fait, de cette façon-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui cause... Qu'est-ce qui cause quoi? C'est un gros débat libéral-conservateur de dire est-ce que, par exemple, l'aide aux femmes monoparentales, ça, c'est le débat qui a commencé là-dessus aux États-Unis, là. Est-ce que l'aide aux femmes monoparentales, ça l'a accéléré la destruction de la famille américaine? Est-ce que en donnant de l'aide, finalement, t'accélères... Est-ce que quand l'État fournit un service, ben dans le fond, tu accélères le déclin de ces corps intermédiaires-là qui fournissent le service. Mais de l'autre côté, l'État ne peut pas juste dire on va laisser les gens crever de faim ou les gens se débrouiller eux-mêmes parce que tu te ramasses quand même avec des cas extrêmes où les gens ont besoin d'une aide. Puis des fois, c'est juste l'État qui est capable de l'offrir. Est-ce qu'un État plus gros favorise ou nuit à l'individualisme? Parce que souvent, on va dire « Ah, c'est bien beau, mais aux États-Unis, c'est le royaume de l'individualisme. L'État est plus petit, mais c'est chacun pour soi. » Je pense que c'est une excellente question. Je pense que ça dépend tout le temps du cadre que tu poses. Si tu regardes juste par rapport à cet angle-là entre l'individu et l'État, tu vas dire « OK, l'État, ça cause l'individualisme. » Quand tu as une vision un peu plus d'ensemble, tu peux voir que des États, par exemple, comme le Texas, qui serait considéré comme très à droite fiscalement, quand on compare avec le Québec par rapport à l'implication dans les milieux communautaires, par rapport aux dons que les gens font, c'est un État très à gauche. C'est juste que c'est pas par le biais de l'État que cette solidarité... que ce partage de ressources se vit. Comme les gens donnent moins d'argent à l'État, ben après, ils peuvent plus en donner au corps intermédiaire. Puis aussi, l'absence de véritables services offerts par l'État, ça te force. Tu as un intérêt particulier à dépenser pour ces corps intermédiaires-là. Le problème, c'est que cet argent-là n'est pas dépensé de manière uniforme. Et là, tu vas avoir beaucoup plus de variations entre les quartiers, entre les communautés. Puis là, tu tombes dans des cercles vicieux aussi. Ben là, une communauté qui a plus de crimes, qui a moins de revenus, a moins de l'argent pour ses écoles. Puis là, on s'en sort pas. Et c'est pour ça que peut-être le modèle alternatif, c'est un État jardinier. C'est un État qui... Ça m'intéresse. C'est quoi ça? La Suède. Ouais. Ben, c'est un État qui considère que oui, il doit intervenir dans des situations nécessaires, mais il devrait toujours préférer favoriser une solution qui vient des corps intermédiaires qui sont les plus proches du problème. C'est un État qui plante, qui enlève des mauvaises herbes, qui sarque, mais qui laisse les choses pousser d'elles-mêmes. Qui dit que dans tel secteur, dans tel quartier, dans tel domaine, ben là, les choses sont en train de s'emballer. Il faut intervenir, mais il faut intervenir dans le but de rendre l'autonomie à ce secteur-là. Le problème, puis là, on rentre dans une autre grande thèse de théorie politique, là, je regarde Benjamin, mais c'est comme c'est la croissance de la classe managériale. C'est que l'État, c'est pas juste une abstraction, c'est un ensemble de travailleurs, de fonctionnaires qui ont aussi un intérêt, finalement, à avoir des programmes, des emplois. Puis il y a comme un intérêt au sein de l'État de grandir, faire grandir on l'État. On imagine mal un fonctionnaire pondre un document qui recommande de couper son propre poste. Exactement. Jean-Christophe Jasmin, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.